Bonjour à tous. Après cette introduction très riche qui a bien posé le problème, je pense que là il est temps justement de répondre à la question quels moyens d'intervention pour l'inspection du travail, d'aborder un certain nombre de points qui vont redonner des repères. Donc d'où le plan, là je pense que vous le voyez. Donc je vais aborder successivement donc le système d'inspection du travail qui s'est réorganisé justement pour pouvoir répondre à ces problématiques, le cadre d'intervention, les outils. Il y aura un arrêt un petit peu plus long sur les coopérations qui ont été déjà soulignés. Donc les nouveaux moyens juridiques et avec une illustration dès lors que le temps que j'aurai suffisamment de temps pour pouvoir l'aborder. Donc, pour resituer, donc le système d'inspection du travail, en fait, s'est adapté au fil de ces dernières années pour pouvoir répondre justement à cette nouvelle typologie de fraude et avec aussi le développement massif des prestations de services internationales. Donc, notre organisation aujourd'hui découle du décret du 20 mars 2014 qui a complètement réformé l'organisation de notre système d'inspection du travail avec 3 strates pour faire simple. Au niveau des départements, des unités de contrôle composées d'agents de contrôle, donc avec une compétence, comme son nom l'indique, départementale, sachant que les moyens sont les mêmes, quels que soient les niveaux d'intervention. Au niveau régional, des unités régionales de contrôle dédiées à la lutte contre le travail illégal et aux fraudes aux prestations de services internationales, donc là avec une compétence régionale, et la création au plan national du GNVAC, donc du groupe national de veille et d'appui au contrôle, donc chargé de mener ou d'apporter des appuis des opérations qui nécessitent une expertise particulière et une coordination des contrôles. Donc sachant que ces dispositions cette organisation est en place depuis le 1er janvier 2015 et qu'à ce jour on compte 247 unités de contrôle avec 2071 sections. L'organisation étant ainsi présentée, il faut voir le cadre dans lequel les agents de contrôle interviennent. Donc, bien évidemment, les agents de contrôle, l'action des agents de contrôle est définie par les conventions internationales de l'OIT, la convention 81 pour le régime général et 129 pour l'agriculture. La Direction générale du travail, autorité centrale, définit tous les ans dans le cadre du plan national d'action les priorités pour ces agents de contrôle. Donc, pour 2021, par exemple, il y a 300 000 interventions qui sont attendues avec une ventilation par grand secteur, donc l'égalité professionnelle, on est au mois de mars quand même aujourd'hui, donc il faut le rappeler, la lutte contre le travail illégal, les fraudes aux prestations de services internationaux et les aspects santé, sécurité au travail. Le plan national d'action n'est bien évidemment pas déconnecté du plan national de lutte contre le travail illégal, un plan pluriannuel piloté par la DGT, mais qui réunit un certain nombre d'acteurs, dont certains sont présents aujourd'hui, bien évidemment, que ce soit la COS, le CLTI, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, et bien évidemment les partenaires sociaux. Et au sein du PNLTI, bien évidemment, il y a un certain nombre d'actions qui visent à moraliser les prestations de services internationaux, parce que les sujets, bien évidemment, qui sont traités au sein de l'inspection du travail, ce sont les trains en fait qui n'arrivent pas à l'heure, et ce sont les situations qui posent problème, parce que nous ne sommes pas contre, bien évidemment, la libre prestation de services. C'est un concept et de toute façon prévu au plan européen. Par contre, nous, ce qui nous inquiète, c'est que les salariés soient remplis de leurs droits et puis qu'on évite toutes les formes de dumping social. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition et des entreprises qui souhaitent bien évidemment pouvoir prester sur le sol français. Et c'est vrai que depuis 2016, l'administration du travail s'est modernisée et on a aujourd'hui un portail internet sur lequel les entreprises peuvent faire leur déclaration préalable de détachement, ce qui veut dire qu'on a une vision nationale. Le site du ministère du Travail également a été très enrichi avec l'ensemble des informations
Donc l'ensemble des informations qui sont à disposition des entreprises étrangères, et là l'effort du ministère du Travail a été de traduire les informations en 8 langues, ce qui est quand même une évolution certaine pour les entreprises et pour les salariés. Et le pendant de ce portail Internet, c'est qu'il y a aujourd'hui, donc les agents de contrôle ont accès à ces données et peuvent justement effectuer des ciblages. Et également, ça permet aussi des échanges entre agents de contrôle pour signaler éventuellement des entreprises qui font l'objet d'enquêtes ou des entreprises qui ont fait l'objet, par exemple, de sanctions administratives. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Pour poursuivre et donc arriver au quatrième développement sur lequel je souhaitais un petit peu m'appesantir, ce sont les coopérations qui ont déjà été bien évidemment rappelées, sachant qu'elles sont de différentes natures. Il y a donc toutes les coopérations au sein même donc du système, et on l'a vu avec l'organisation actuelle au sein du ministère du Travail, où il y a donc toutes les actions, toutes les coopérations transverse au niveau donc d'unités de contrôle, les URACTI au GNVAC, où là ça permet un certain nombre d'échanges sur des dossiers qui peuvent être assez complexes. L'apport bien évidemment du CODAF qui a été tout à l'heure signalé est important par rapport à ces sujets, sachant qu'au niveau central, peu de temps après la création du groupe national de veille et d'appui au contrôle, il y a le groupe opérationnel de coordination de lutte contre le travail illégal et bien évidemment fraude au PSI, qui a été constitué donc et qui rassemble un certain nombre de partenaires aujourd'hui présents, la DSS, le CLES, la COS, l'OCLTI, la MICAF, la DNEF, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, Tracfin, la DACG, et depuis peu la GIRS de Paris, où c'est un lieu d'échange sur des dossiers pour lesquels il y a des infractions qui à un moment donné sont suspectées. Il faut bien évidemment enquêter pour pouvoir démontrer un certain nombre de manquements. Et donc c'est vrai que l'apport de ce groupe opérationnel au plan national, il a permis depuis sa création de voir un certain nombre de dossiers aboutir. Je pense que Thierry Bertrand en parlera tout à l'heure. Il y a quand même des dossiers qui ont été portés et qui sont aujourd'hui judiciarisés. Donc ce travail partenarial est indispensable aujourd'hui pour appréhender les dossiers de fraude complexe en matière de prestations de services internationaux, et sachant bien évidemment notre objectif premier, il est bien évidemment de se préoccuper du sort des salariés qui sont aujourd'hui détachés et pour lesquels bien souvent on constate qu'ils ne sont pas remplis de leurs droits. Et parfois, les situations peuvent être bien plus critiques. On le voit lors par exemple, d'actions menées lors des Joint Action Day qui sont pilotés par Europol et puis l'OCLTI, où on a aussi un certain nombre de situations où on est quand même dans de la traite des êtres humains. Et tout ça véhiculé sous couvert de prestations de services internationaux, où aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer des salariés voire aussi de pays tiers pour travailler sur notre sol dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc, comme le rappelait Madame Amogé-Lattès, en matière de coopération, il y a aussi les coopérations administratives qui ont été mises en place au sein de l'Union européenne et qui aujourd'hui fonctionnent dans le cadre du système d'information du marché intérieur, avec donc les bureaux de liaison. Donc avec un bureau national au sein du GNVAC et des bureaux déconcentrés. Donc pour la France, il y en a 7. Il y a des antennes au sein des directs, avec donc les bureaux déconcentrés concernent les pays limitrophes, donc que ce soit la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et sachant que ce sont principalement les services d'inspection qui sont à l'origine de la plupart des saisines, mais bien évidemment, c'est ouvert aux autres corps de contrôle, et que ce soit l'URSSAF, la police ou la gendarmerie, bien évidemment, nous transmettent leurs saisines. Donc cet aspect est important, parce que les informations qui nous sont communiquées dans ce cadre-là par nos homologues des États membres
sont des éléments qui sont systématiquement joints à nos procédures. Et donc, par exemple, en 2018, on a eu plus de 500 saisines. En 2019, ça avait un petit peu baissé, on n'était plus qu'à 400 saisines, mais c'est quand même un outil qui est très important et avec, en fonction des États, une réactivité différente. Mais on va le voir, si on veut travailler au plus près avec les États membres, ce qui fonctionne bien, ce sont les coopérations qui ont été initiées dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux. Donc à la France, aujourd'hui, il y a une dizaine d'accords de signés avec des pays européens. Et ces accords, en termes de déclinaison, permettent quand même d'aller au plus près, de connaître, de s'approprier bien évidemment la réglementation de l'État membre, d'organiser sur des territoires des informations, par exemple. J'ai en tête une action avec la Bulgarie qui est en route depuis 2018, à partir du moment où on avait constaté un certain nombre des détachements très importants sur un territoire relativement limité, et il s'est avéré après enquête qu'on n'était plus du tout dans le cadre du détachement, parce que les règles qui ont été rappelées n'étaient pas respectées. On avait par exemple une absence d'activité dans le pays d'origine, et avec uniquement la volonté d'envoyer une main-d'œuvre serviable et malléable au sein d'entreprises françaises. On a travaillé très tôt avec nos homologues bulgares pour notamment aussi faire de l'information auprès des salariés des entreprises. Et avant la création de l'Autorité européenne du travail, nos accords bilatéraux permettaient également de pouvoir réaliser des inspections conjointes, alors avec les limites qui ont été rappelées. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inspection du travail française ne peut faire des constats que sur le sol national. Par contre, quand il accompagne des homologues à l'étranger, il y a possibilité donc de comprendre aussi comment les entreprises fonctionnent, les informations qui peuvent aussi être récupérées par les collègues. Et donc c'est vrai que c'est la création aujourd'hui de l'AET qui a été bien évidemment soutenue par la France, parce qu'on se dit que c'est le seul moyen de pouvoir progresser. Aujourd'hui, va nous permettre d'avancer plus vite. Dès l'année 2020, malgré le contexte, nous avons réussi à participer à une inspection pilote. Donc là, c'était France-Portugal, où donc les constats avaient déjà été établis par les agents de contrôle côté français, mais les informations qui ont pu être récupérées au Portugal par nos homologues et en y associant dès le démarrage les organismes de sécurité sociale ont permis d'avancer rapidement et de pouvoir transmettre des compléments d'information, notamment au parquet. Donc on le voit, la coopération est dans le contexte actuel est quand même quelque chose d'indispensable qu'il faut absolument promouvoir. Il faut à ce sujet, c'est l'un des objectifs de l'Autorité européenne du travail, mais là François Briançon en parlera mieux tout à l'heure. Je pense que pour les années qui viennent, c'est un axe qui doit être prioritaire, et là pour 2021, on a déjà la France s'est engagée à participer à un certain nombre de contrôles conjoints, et pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion du groupe de travail à l'AET sur les inspections conjointes, et on a un certain nombre d'États membres qui nous rejoignent sur ce sujet. Donc, une fois avoir abordé donc les coopérations, ce qu'il faut mettre aussi en vision, ce sont les moyens juridiques, et on le rappelait tout à l'heure, depuis 2014, un certain nombre de moyens juridiques, et donc ont été donnés en plus de ce qui pouvait exister, notamment
les pouvoirs habituels de constat d'infraction avec procès-verbaux et article 40, et on le voit bien, on aura tout à l'heure une intervention aussi de magistrats sur le sujet. Les amendes administratives ont vraiment été un nouveau levier pour lesquels les agents de contrôle se sont mobilisés et qui permettent d'apporter une réponse rapide à des manquements. Donc, je pense notamment à tout ce qui pouvait être absence de déclaration des préalables de détachement, les défauts de désignation de représentants en France, les non-présentations de documents. Ça permettait au moins, ça contraignait les entreprises étrangères à coopérer et à permettre en fait le contrôle, parce qu'à défaut de ces informations, le contrôle n'est pas possible. Donc en 2019, alors, toute amende confondue, on avait plus de 2270 notifications d'amende administrative, sachant qu'il y avait un tiers qui concernait quand même les prestations de services internationales, et sachant que par ailleurs, avec l'ordonnance de 2016 sur les nouveaux pouvoirs, les entreprises étrangères, comme les entreprises françaises, sont soumises aux règles sur notre territoire, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. Et ça a permis également ces moyens-là permettent une certaine efficacité et permettent également de remplir les salariés de leurs droits. On l'a vu sur un certain nombre de dossiers où des actions d'inspection avaient permis, par exemple, des rappels de salaire. C'est pas, je vous donne un chiffre comme ça, par exemple, sur des salariés qui travaillaient dans c'était du transport, de l'hôtellerie, en fait, sur transport fluvial. Et donc, un rappel de salaire à hauteur de 200 000 € a été obtenu en quelques semaines en mobilisant ces nouveaux pouvoirs, que ce soit donc soit les amendes administratives, soit les suspensions de PSI, quand on est sur des infractions au noyau dur. Après injonction de l'employeur à défaut de régularisation, possibilité de suspendre la prestation de service international, certes pendant une durée d'1 mois, mais au moins cette disposition permet de rétablir des situations et de corriger les écarts. Merci. Si j'avais juste le temps, c'était juste de présenter en fait un exemple qui faisait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la coopération, donc avec le Centre Val de Loire et la Bulgarie, où donc là les constats avaient été faits d'une présence, d'un nombre très important de salariés détachés, avec une évolution très forte sur 2 années, où là donc il y a eu des actions qui ont été engagées. D'une part, sur le volet pénal, où là, il y a eu une procédure pénale pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, emploi étranger sans titre, et dissimulation d'emploi salarié, pardon, en bande organisée, dès lors qu'il n'y avait pas on était sur une coquille vide côté dans le pays d'envoi. En parallèle, courrier d'injonction des donneurs d'ordre. Et la poursuite de cette action s'est réalisée donc conjointement avec bien évidemment service gendarmerie, URSSAF, auprès des donneurs d'ordre à la suite des courriers d'injonction, et mise en œuvre des sanctions administratives, j'appellerais ce qui est du droit commun, avec la possibilité, la proposition faite au préfet du département d'arrêter l'activité en vertu de l'article L8272-2 du Code du travail. Et là, les services ont obtenu 5 suspensions d'activité pour une durée de 3 mois. Et sachant qu'en parallèle, l'URSSAF a engagé la mise en œuvre de la solidarité financière pour les utilisateurs des ETT. Et tout ça dans un cadre de coopération avec la Bulgarie. Et ces actions de coopération se poursuivent pas plus tard que semaine prochaine. Il y aura des réunions par visio, bien évidemment, d'information des employeurs bulgares qui envisagent de détacher des salariés en France. Donc, en conclusion, nous voyons que les moyens juridiques ont bien été renforcés au cours de ces dernières années. Donc aujourd'hui, les agents de contrôle disposent d'un panel de mesures qui permettent de réguler ou tout du moins de faire progresser les choses.
Ce qu'il faut également privilégier, c'est l'action des services de contrôle avec les différentes autres administrations, c'est de privilégier l'approche transversale, parce que tout seul, eu égard à la complexité de ces dossiers, on n'arrivera à rien. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus délaisser le volet pénal, mais on le voit bien, là on n'est pas du tout sur la même temporalité, et ça peut faire écho à des séminaires précédents. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci.